Washington surprend assez souvent par ses décisions concernant l'Ukraine. D'un côté, Elon Musk refuse d'accorder à l'Ukraine la possibilité d'utiliser les satellites Starlink pour mener des frappes en profondeur sur le territoire russe. D'un autre côté, le même jour, littéralement quelques heures plus tard, le Sénat du Congrès américain a adopté, par 86 voix contre 11, une loi sur des sanctions infernales contre la Russie. Et cela ressemble à ceci. Un milliardaire freine l'aide technologique à l'Ukraine, tandis que tout le Sénat américain vote presque à l'unanimité pour exercer une forte pression sur Moscou. Vous l'aurez compris, le parallèle est très révélateur. Mais en réalité, il vaut la peine d'analyser ces deux événements pour comprendre comment cela affectera la capacité de défense de l'Ukraine et la pression sur la Russie. Parce que le refus d'autoriser l'utilisation de Starlink au-dessus de la Russie a des conséquences catastrophiques pour l'Ukraine, tandis que les sanctions adoptées au Sénat, et si elles sont adoptées à la Chambre des représentants, auront déjà des conséquences catastrophiques pour la Russie. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons des 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant pour chaque abonnement. Alors commençons par l'histoire de Starlink. Selon le magazine The Atlantic, Kiev, au lieu des missiles intercepteurs américains Patriot, dont les stocks ont diminué à cause de la guerre en Iran, voulait utiliser les satellites Starlink pour frapper les lance-missiles russes. Bien loin à l'intérieur de la Fédération de Russie. Au lieu de simplement repousser les missiles balistiques russes déjà au-dessus de l'Ukraine, il vaudrait mieux repérer et détruire les lanceurs eux-mêmes, les rampes de lancement de ces mêmes missiles balistiques. Mais pour cela, ces mêmes drones ukrainiens doivent avoir une connexion au-dessus de la Russie que les Russes ne pourront pas brouiller. Mais à ce jour, Starlink au-dessus de la Russie, comme vous le savez, ne fonctionne pas du tout. Et voilà que l'Ukraine demande à Elon Musk d'autoriser l'utilisation des terminaux et des satellites Starlink au-dessus de la Russie. Cependant, le propriétaire de la société SpaceX, Elon Musk, refuse. Il refuse d'offrir une telle possibilité aux forces armées ukrainiennes. Et donc, selon les interlocuteurs du journal Atlantic, des demandes ont été faites pour permettre à l'Ukraine de se connecter aux satellites Starlink au-dessus du territoire russe reconnu internationalement. Elon Musk continue d'être sollicité par l'ancien ministre de la Défense ukrainien, Mikhail Fyodorov, qui, au début de l'année, s'était mis d'accord avec le milliardaire pour bloquer le système aux troupes russes. Il est à noter que Fyodorov agit en coulisses, car en juillet, Volodymyr Zelensky l'a tout simplement limogé de son poste de ministre de la Défense, sans donner d'explication. Mais malgré tous les efforts, il n'y a pas de solution positive à ce jour, et les demandes de Fyodorov n'ont plus le même poids qu'elles avaient lorsqu'il était ministre de la Défense. Elon Musk insiste sur la nécessité de conclure un accord de paix et évoque le risque d'escalade du conflit, notamment en cas d'autorisation de frappe en profondeur sur le territoire russe à l'aide des satellites Starlink. À l'heure actuelle, les forces ukrainiennes ne peuvent attaquer des cibles russes à l'aide du système Starlink que dans les limites du territoire ukrainien officiellement reconnu au niveau international, y compris la Crimée et les territoires occupés. Et voici, le contexte de ce refus d'Elon Musk est également très important. Il a été révélé précédemment que le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d'une rencontre à la Maison-Blanche, le 28 juillet, avait déjà personnellement demandé au président américain Donald Trump de permettre aux forces armées ukrainiennes d'utiliser Starlink pour guider des drones ukrainiens lors de frappes sur des cibles russes en profondeur, pour que le président américain puisse influencer d'une manière ou d'une autre son ami Elon Musk. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une initiative privée, mais d'une question qui a déjà été soulevée, même au plus haut niveau. Et dans cette affaire, Elon Musk apparemment agit comme un centre de décision indépendant, qui ne dépend pas directement de la position de la Maison-Blanche. Ou alors, Donald Trump a également décidé qu'il ne fallait pas permettre cela. On a également appris qu'Elon Musk a même refusé de rencontrer Vladimir Zelensky lorsque ce dernier était à Washington. Maintenant, discutons plus concrètement pourquoi l'Ukraine a précisément besoin de Starlink pour mener des frappes et pas d'autre chose. Le cofondateur de la société de défense ukrainienne Firepoint,
Denis Stielermann, a déclaré que l'équipement des drones avec des modules Starlink permettrait de frapper plus précisément des cibles mobiles en Russie, tels que les lanceurs de missiles balistiques, qui sont déplacés immédiatement après une frappe. Actuellement, selon Stielermann, la communication par satellite de SpaceX est utilisée pour créer une zone de frappe le long de toute la ligne de front. Mais grâce à l'utilisation du système à l'intérieur de la Russie, il serait possible d'étendre la zone de frappe jusqu'à 500 km, et même potentiellement jusqu'en Sibérie. Autrement dit, il s'agit d'une extension concrète des capacités de combat, passant d'une zone limitée près du front à pratiquement toute la partie européenne de la Russie crasseuse, et peut-être même au-delà. C'est justement pourquoi le refus d'Elon Musk détermine directement jusqu'où, et ce qui est important, avec quelle précision l'Ukraine peut frapper l'infrastructure militaire de l'ennemi. Désormais, comme vous le voyez, l'Ukraine ne réclame plus de missiles ni de drones. Nous n'avons pas besoin d'autorisation pour utiliser des ATACMS sur le territoire russe. Vous vous souvenez de ces débats sous Joe Biden? Pouvait-on frapper Belgorod avec un missile ATACMS? Non. Maintenant, nous avons déjà les nôtres. Nous avons tout, à la fois des missiles et des drones, mais l'Ukraine n'a pas de liaison satellitaire au-dessus de la Russie. L'essentiel, c'est que pour une cible immobile, comme une raffinerie de pétrole ou des entrepôts Wildberries, il est plus simple de frapper une cible immobile car tout le monde connaît précisément sa position et il est facile de la localiser. Mais en ce qui concerne les lanceurs de missiles balistiques, qui se déplacent sans suivi satellite, il est impossible de les localiser précisément pour frapper. La position d'Elon Musk sur cette question n'est pas nouvelle, et elle est tout à fait cohérente d'ailleurs, il faut lui rendre hommage. Il y a 2 semaines, dans une interview accordée à The Economist, Elon Musk déclarait que la Russie ne retirerait soi-disant pas ses troupes d'Ukraine, et que la guerre ne pourrait être arrêtée qu'après des concessions faites à Moscou. Eh bien, il laissait entendre qu'il suffisait de céder le Donbass aux Russes sauvages, et que la guerre prendrait fin. Et c'est pas la première fois qu'il tient ce genre de propos. Je rappelle qu'il avait déjà opposé un refus similaire en 2022, en raison des craintes d'une escalade nucléaire. Parce qu'il craignait que Poutine frappe prétendument l'Ukraine avec des armes nucléaires, il a refusé de donner à Kiev la possibilité d'utiliser Starlink pour frapper les navires russes en Crimée. Autrement dit, cette logique de ne pas fournir d'outils pour l'escalade est une position constante d'Elon Musk tout au long de la guerre à grande échelle. En parallèle, une décision positive pour l'Ukraine a également été prise à Washington. La Chambre haute du Congrès américain, c'est-à-dire le Sénat, vendredi, à 86 voix contre 11, a adopté une loi sur les soi-disant sanctions infernales contre la Russie qui avait été préparée par le sénateur Lindsey Graham, décédé en juillet. L'adoption finale a suivi des mois d'attente et de négociations avec la Maison-Blanche. Le projet de loi a été renommé en l'honneur de son principal auteur, le défunt sénateur Graham, qui est décédé subitement le mois dernier. Lindsey Graham a travaillé sur le document avec le sénateur démocrate Richard Blumenthal. Il s'agissait donc d'un projet de loi bipartisan, qui porte désormais le nom du défunt Graham. Selon le document, qui doit maintenant être approuvé par la Chambre des représentants, après quoi il sera soumis à la signature de Donald Trump, les États-Unis pourront imposer jusqu'à 100% de droits de douane. Concernant les 5 principaux pays acheteurs de pétrole et de gaz russes, dont la part des ressources énergétiques russes dans les importations dépasse 15%. L'Inde et la Chine entrent dans cette catégorie. Des droits de douane sont également prévus pour les pays qui aident la Russie à contourner les sanctions. Les exportations russes vers les États-Unis seront soumises aux fameux droits de douane de 500%. Des sanctions personnelles, selon la loi, sont imposées à Vladimir Poutine, aux membres du gouvernement et à la direction des forces de sécurité de la Fédération de Russie. Les sanctions s'appliquent également à tous les projets russes de GNL, c'est-à-dire les projets d'extraction de gaz naturel liquéfié. Les projets énergétiques dans l'Arctique, la flotte fantôme. Les navires utilisés pour le transbordement en mer de pétrole, de gaz et de charbon, ainsi qu'aux personnes vendant des pétroliers au Kremlin. De plus, ce n'est pas tout. En réalité, la liste ici est très intéressante.
En outre, la Banque centrale de la Fédération de Russie et les banques publiques d'importance systémique Sberbank, VTB et Gazprombank tombent également sous le coup de sanctions infernales. Et ici, il y a un détail particulièrement important. Cela explique pourquoi l'adoption de la loi en particulier, et non pas un autre décret présidentiel, représente un niveau de pression fondamentalement différent. Et Vladimir Poutine, les banques d'État, la Banque centrale de la Fédération de Russie, etc., etc. Tous étaient déjà sous sanctions auparavant. Mais elles étaient imposées par des décrets exécutifs du président des États-Unis d'Amérique. Mais maintenant, si cette loi sur les sanctions infernales est adoptée à la Chambre des représentants, toutes ces sanctions auront force de loi. Quelle est la différence ? La différence est en réalité fondamentale. Cela signifie qu'en cas d'adoption, seul le Congrès pourra désormais lever les sanctions. Même si Donald Trump impose ces sanctions selon la loi sur les sanctions infernales, mais ensuite, pour une raison quelconque, il voudra les assouplir. Il lui faudra quand même l'accord des législateurs pour cela, et pas simplement un nouveau décret. C'est-à-dire, comment c'était avant ? Trump pouvait en gros imposer les mêmes sanctions contre, par exemple, la Banque centrale de la Fédération de Russie, un mois plus tard changer d'avis et simplement les annuler par un seul décret. Maintenant, non. Ce n'est plus possible. Il faudra désormais à nouveau demander au Congrès de lever ces sanctions. Les experts estiment que les conséquences économiques pour la Russie sont assez graves. Le renforcement des sanctions contre la Banque centrale et les banques d'État pourrait entraîner une interruption de l'approvisionnement en dollars et en euros en espèces vers la Russie. Et alors, il pourrait y avoir une pénurie de devises en espèces sur le marché intérieur, car il deviendra pratiquement impossible pour les banques russes de s'en procurer légalement. Finalement, la Banque centrale pourrait devoir restreindre l'achat de dollars en espèces. Et si l'Union européenne impose également des sanctions similaires, ces restrictions concerneront aussi l'euro. Il sera aussi plus difficile pour la Banque centrale de Russie d'acheter par exemple des yuans scripturaux, même la monnaie chinoise est concernée. Pourquoi ? Parce que la partie finale de ces achats se fait encore en dollars. Les règlements avec les exportateurs et importateurs russes deviendront également beaucoup plus compliqués pour les partenaires étrangers. En fait, les États-Unis et l'Union européenne peuvent dire « Bon, il n'est plus possible de régler avec les Russes en dollars ou en euros. S'ils veulent acheter des yuans scripturaux, il y aura aussi des problèmes. Nous bloquons tout ce que nous pouvons afin que ces créatures sauvages et sales soient simplement isolées au maximum. » C'est une situation où il y a de l'argent, mais tu ne peux rien acheter avec. Ou bien tu as une marchandise, mais tu ne peux pas la vendre, parce qu'on ne peut pas te donner d'argent, parce que ton accès à l'argent est totalement interdit. C'est pour ça que ce sont des sanctions infernales. Et si on combine ces deux nouvelles, le parallèle saute aux yeux. D'un côté, un outil technologique concret, Starlink, capable d'élargir radicalement les possibilités de l'Ukraine de frapper l'infrastructure militaire au cœur de la Russie, reste bloqué par la décision d'une seule personne qui dit clairement « écoutez-nous ». La victoire de l'Ukraine par la voie militaire est impossible. Il faut faire un maximum de concessions à Moscou. Il s'agit d'Elon Musk. D'un autre côté, le même jour, le corps législatif américain adopte presque à l'unanimité l'un des trains de mesures de pression économique les plus sévères contre la Russie depuis le début de la guerre. Là-bas, avec des droits de douane jusqu'à 500% sur les exportations russes et des sanctions personnelles contre Poutine. Des sanctions contre la Banque centrale, et ainsi de suite. Et tout cela est inscrit dans la loi, et non par décret présidentiel. Cela crée un contraste intéressant dans les approches sur la façon de faire pression sur la Russie. Le levier militaire, ce levier technologique sous la forme de Starlink, est bloqué pour des raisons, comme le dit Elon Musk, de ne surtout pas aggraver cette guerre. Ne provoquer aucune escalade, de peur que Poutine n'utilise soudainement des armes nucléaires tactiques. Mais le levier des sanctions économiques, au contraire, est renforcé au maximum et consolidé par la loi. Mais maintenant, la question se pose. Lorsque Trump devra décider de signer la loi ou non, suivra-t-il la logique d'Elon Musk ou celle des sénateurs et des membres du Congrès ? Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo.
Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.